IDFM 98 de la bande FM. Secret d'une consultation d'une médium, une vie à livrer des messages, soutenir, guider, enquêter et révéler. C'est un livre écrit à quatre mains, à moins qu'elles soient ambidextres toutes les deux, plutôt à deux mains, je dirais, moi, Karine Ben Corsia, qui est médium, et Nicole Corsia, qui est journaliste. Alors, ce qui m'étonne déjà, en ce qui vous concerne toutes les deux, c'est que les deux noms de famille sont pratiquement similaires. On commence par peut-être la journaliste qui s'appelle Nicole Corsia. Parlez-nous un peu de vous. Alors, pour les noms, c'est vraiment le hasard de la vie. Est-ce qu'il y a des hasards? Donc, je ne sais pas d'où la question et d'où ce livre, d'ailleurs. Mais voilà, donc non, nous ne sommes pas de la même famille, mais en fait, nous sommes de la même famille de cœur. Voilà, nous nous sommes rencontrés, nous avions 8 ans et 10 ans. Nos parents étaient amis à Nice. Et c'est une longue amitié qui nous a conduits aujourd'hui à écrire ce livre. D'accord. Et qui en a eu l'idée alors? Ensemble. Ensemble, là vous venez d'entendre la voix de Karine Ben Corsia, qui est donc réputée comme étant classée dans le top des 10 meilleurs médiums de France. Qu'est-ce que ça fait, Karine, d'être classée dans les 10 meilleurs médiums de France? Ça fait plaisir, c'est valorisant également pour ma profession, pour ce que je suis depuis 27 ans. Puisque j'exerce depuis 27 ans ce métier dans le monde entier, ça fait du bien. Quand vous dites dans le monde entier, c'est que ça se passe chez vous par téléphone. Hein. Oui, essentiellement par téléphone. C'est pratique quand même, ces nouvelles technologies qui font que le monde entier peut venir chez nous. Tout à fait. On va revenir un peu sur Nicole Corsia, qui est la journaliste. Donc vous avez mis en page, on peut dire, ce livre. Elle vous a raconté sa vie, comment ça s'est passé? Vous avez fait comme moi, pris un enregistrement et vous avez travaillé dessus? Pas vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, Karine et moi, comme je le disais, nous nous connaissons depuis toute petite. Ce qui veut dire que je l'ai vue évoluer, je l'ai vue grandir, je l'ai vue découvrir son don, je l'ai vue le rejeter, j'ai vu les moments où elle était surprise, étonnée, où elle ne maîtrisait pas. Je l'ai vue ensuite décider de faire avec le jour où elle a compris que c'était sa mission. Et je l'ai vue travailler son don et ensuite accompagner des milliers de gens. Voilà, j'ai suivi tout ça puisqu'on est vraiment amis au quotidien. Ensuite, lorsque Karine m'a dit un jour j'en ai marre, on me pose des tas de questions, j'en ai marre de l'image que les gens ont des médiums, j'aurais envie de raconter ce qu'est vraiment le quotidien d'une médium. J'ai envie de raconter ce lien magnifique que je tisse avec mes consultants, ce que je peux leur apporter. Je dis bon, d'accord, ok. Elle me dit mais voilà, elle me dit mais je sais pas comment faire. Toi, tu écris des livres. Bon, j'en ai écrit quelques-uns déjà. Je sais pas, est-ce qu'on peut y penser? Alors on y a pensé toutes les deux ensemble. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a. On dit, on rigole parce qu'on a chacune nos vies maritales, mais c'est notre bébé. On a fait ce livre ensemble. C'est un bout d'elle, un bout de moi. On l'a travaillé, on l'a façonné, on l'a pensé et on l'a écrit au quotidien. Ensuite, on a fait vraiment, on a voulu voir où on voulait aller dans ce livre. Et comme vous le disiez très justement, ensuite ça a été vraiment un tandem de questions, d'enregistrement, d'écriture, sur des questions que je posais à Karine, sur des thèmes. Et c'est comme ça que le livre s'est construit. Et je crois aussi que ce livre, on est parti dans une direction vraiment de sincérité, où Karine devait se raconter et parler de ses consultations. Et finalement, on est allé beaucoup plus loin parce qu'on a fait un voyage ensemble. Et un voyage vraiment pour inviter le lecteur dans le quotidien de Karine. D'ailleurs, Karine parle à la première personne dans le livre, même si on l'a écrit, comme vous disiez, à 2 ou 4 mains, on ne sait plus très bien. Mais oui, alors voilà. c'est un livre quand même un peu autobiographique. Avec Karine, vous venez d'une famille de 4 enfants, votre père était policier, vous avez un frère jumeau, et à 7 ans, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas un enfant comme les autres. J'étais différente, j'ai senti tout de suite la différence par rapport aux autres enfants, tout simplement parce que j'entendais des voix dans mon oreille, et des voix qui me disaient « elle nous entend, elle nous perçoit, oh, elle nous entend ». Et je trouvais ça tellement naturel, ça faisait partie de ma vie, je pensais que tous les enfants étaient comme moi. Je viens d'une famille où ma mère est médium également, elle a rejeté ce don puisqu'elle en a eu très très peur. J'assistais, c'est vrai, à
à toutes ces séances qu'elle faisait avec ses copines pour faire des prédictions. Et c'est comme ça qu'elle s'est aperçue que je terminais les consultations en faisant des prédictions. J'avais à peine 10 ans, 12, 13 ans. Et à un moment donné, elle a vu que j'étais très, très attirée par la voyance, que j'avais un don, que j'avais des prémonitions. On se racontait toujours nos rêves avec ma mère, pratiquement tous les jours. C'est quelque chose qui était naturel, de se raconter nos rêves. Et c'est comme ça qu'elle a vu que j'avais vraiment ce don. Et elle a décidé elle m'a donné l'autorisation, on va dire, de pouvoir faire ce métier-là. Oui, votre mère tirait les cartes. Oui. Alors là, vous venez de dire que vous entendiez une voix dans votre oreille. Oui. À la page 40, vous dites, vous savez, quand vous vous posez des questions et que vous demandez la réponse, pour moi, c'est différent car cette voix vient de l'extérieur. Oui, elle vient de l'extérieur. Mais vous l'entendez à l'intérieur ou à l'extérieur? Mais je l'entends comme vous entendez une voix. Pour vous, qui est audible, moi je vais l'entendre, mais elle résonne en moi. Oui, elle est à l'intérieur. Donc à l'intérieur. Ouais, mais elle vient de l'extérieur parce que c'est sur un plan vibratoire que je parle. D'accord, parce que voilà, c'est un petit peu... Et voilà, tout à fait. C'était important parce que cette Oui. voix que vous entendez à Oui. l'intérieur de vous, c'est une voix d'homme ou une voix de femme? C'est ma voix qui résonne. C'est votre voix à vous? Oui, mais je sais que c'est un homme. L'essence, elle est masculine. Je l'ai toujours su. Puisque mon guide est masculin. Mais c'est ma voix que j'entends. Mais je sais que c'est masculin. Je le sais. Donc vous l'entendez comme on entend une voix... Comme on entend une voix qui chuchote dans l'oreille. Je sais très bien que ce n'est pas moi, puisque ce ne sont pas mes mots, ce ne sont pas mes formulations, mes phrases. Ces phrases, elles sont construites. Je peux avoir des phrases entières, des mots, des indices avec des chiffres, des mois, et après j'ai des images. D'accord. Des Et flashs. vous n'avez jamais eu une injonction, c'est-à-dire qu'à un moment où vous ne voulez pas l'écouter, cette voix, elle résonne un peu plus fort dans votre tête? Non. Jamais, parce que vous êtes sage. Oui. Elle est toujours là, et quand vraiment j'ai pas envie d'entendre, ben, elle est toujours là. Mais ça me dérange pas, ça fait partie de ma vie. D'accord. Ça fait partie de ma vie. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu des voix pour Nicole? C'est-à-dire que, par exemple, Nicole est avec nous, là, on est en train de discuter toutes les trois. Est-ce que, pendant qu'on est en train de discuter, vous pouvez d'un seul coup avoir, comme c'est écrit dans votre Oui, bien livre, sûr. avoir un message pour Nicole? Tout à fait. Ça veut dire que si j'ai un message, si on me demande de dire quelque chose en particulier, je vais couper la parole à la personne. C'est-à-dire que je ne peux pas attendre. Et je dis, j'entends quelque chose. J'ai un message à vous donner. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé. Dans le livre. Et c'est arrivé quand vous étiez jeune et ça Et c'est passait pas arrivé. tellement du point de vue de vos copines qui pensaient que vous aviez le mauvais œil. Vous étiez quand même assez mal vu finalement. Pas le mauvais œil, c'est pas le mauvais œil, mais j'étais Différente. perçue comme quelqu'un de bizarre. Ouais. J'étais perçue comme quelqu'un d'atypique. On me disait, elle est pas normale cette fille, mais elle est bizarre. Ouais, elle a le mauvais Elle a un œil. fonctionnement, elle fait peur. Ouais, c'est Elle ça. fait peur. Ça fait peur d'avoir des flashs, d'avoir des visions, de parler de choses que seules les personnes connaissent et de dire des vérités ou de communiquer aussi avec un défunt, parce que ça m'arrive. Oui. Et ça fait peur aussi aux hommes, hein, donc, qui ont peur que vous sachiez un peu tous deux, donc Oui. ça facilite pas les rapports amoureux. Oui, ça a été très difficile, très compliqué avec mon compagnon au début. D'ailleurs, il m'avait quitté une première fois parce qu'il avait eu très peur. Il m'avait trouvé très perché. Oui, et puis il peut rien vous cacher. Et puis surtout que je lui avais fait la prédiction qu'il reviendrait dans ma vie et qu'il aurait tout ce qui s'est passé, bien évidemment, avec tous mes flashs. Je lui avais dit des vérités et il m'avait dit tu dis ça parce que tu es en colère, parce que tu as de la peine. Et en fait, toutes les prédictions que j'ai faites se sont réalisées 8 ans après, puisque nous sommes de nouveau ensemble et mariés à ce jour. Vous avez des enfants? Non, Vous n'avez pas voulu faire d'enfants? ce n'est pas mon choix sur Terre. Ce sera un choix plus tard dans une autre vie. C'était pas ma priorité. Ma priorité était vraiment de faire ce métier que j'aime plus que tout au monde et que je ne changerai pour rien au monde également. Et avoir un enfant et faire ce métier-là n'était pas compatible. Alors vous n'avez pas d'enfants, par contre il y a des femmes qui vous consultent parce qu'elles ne peuvent pas en avoir. Et vous arrivez à rentrer dans le corps de ces femmes et de leur visiter un peu les organes et regarder ce qui se passe.
Oui, c'est marrant. Dit comme ça, c'est marrant ce que vous dites. Mais c'est exactement ça. Ça fait comme un scanner. C'est-à-dire que je visualise l'intérieur de l'utérus et je peux voir s'il y a effectivement un fœtus, si ça il y a une nidation, s'il se passe quelque chose à l'intérieur ou si et également il y a un problème qui se présente à l'intérieur du ventre. Et ça, vous avez 2 exemples dans votre livre, Oui. avec des jumeaux et... C'est ma meilleure amie, la personne qui a perdu les jumeaux. Ça a été très très douloureux. Autant pour elle que pour moi. Parce que dès le départ, je savais que ce serait très grave pour elle, que ça n'annonçait pas du tout une bonne grossesse et qu'elle serait amenée à perdre, en tous les cas, un des enfants. Et en fait, elle a perdu les 2. Alors c'est une question que souvent on vous pose, à quoi ça sert de voir, puisque finalement j'ai l'impression qu'on ne peut pas empêcher les choses d'arriver. Bien sûr, on ne peut pas empêcher les choses. À quoi ça sert? Pour ceux qui ont envie de savoir plus loin les choses sur leur futur, je trouve qu'il est essentiel, pour moi personnellement, de connaître notre avenir. C'est important parce que ça peut avoir moins d'incidents dans la vie. Je trouve qu'on est préparé quand on sait ce qui va arriver, des choses précises, parce que comme je le raconte, le destin pour moi est écrit à 80%. Je veux dire, je ne peux pas ne pas voir qu'une femme va être veuve, avoir eu 3 enfants, une fausse couche. Pour moi, c'est inscrit dans son âme. Donc quand je me connecte à une personne qui m'appelle au téléphone, je communique directement avec son âme. Et c'est comme ça que je vais aller capter toutes les flashs, tout ce qui s'est passé dans toute sa vie, depuis sa naissance jusqu'au moment où elle m'appelle. Et après aussi. Et après, bien évidemment, puisque je prédis très très loin dans le futur. Alors cette question que vous posez, à quoi ça sert de voir? Nicole Corchia. C'est vrai que j'ai envie de dire que cela dépend des domaines. Il y a des domaines effectivement pour lesquels c'est difficile. On se pose la question. Moi j'ai posé cette question dans le livre et ce titre on le trouvait assez fort pour faire résonance aux attentats, puisque Karine a vu, est niçoise, comme on le disait tout à l'heure, donc elle a eu le flash du camion blanc qui arrivait sur la promenade des Anglais, mais c'était tellement surréaliste et impossible vu que les camions n'ont pas le droit d'aller sur la promenade des Anglais qu'elle n'y a pas cru. Elle a vu plusieurs fois des choses, elle a vu ce qui se passait aux États-Unis, les Twin Towers, etc. Donc c'est vrai que sur des choses comme ça, où c'est tellement inimaginable, on se demande à quoi ça sert de voir, parce que de toute façon, Karine ou personne d'autre ne pourra empêcher ce qui doit arriver. Par contre, à quoi ça sert de voir? Oui, cela sert, en tout cas moi sur toutes les personnes que j'ai interviewées, puisqu'on a fait beaucoup dans ce livre, pas des face à face justement, mais j'ai interviewé Karine sur des histoires qui étaient particulièrement importantes de ses consultants, et les consultants séparément pour qu'ils me racontent pourquoi ils avaient appelé Karine, ce qu'ils leur avaient demandé, ce qu'elle leur avait dit, ce que ça avait changé dans leur vie, etc. Et là, on s'aperçoit que quelqu'un qui vous montre votre potentiel de vie, ce que peut-être vous pouvez atteindre, c'est un effet booster, c'est quelque chose qui vous porte, qui vous aide, et sans doute qui peut peut-être vous permettre de réaliser des choses auxquelles vous ne croyez parfois plus. C'est arrivé dans les cas d'enfants, de personnes normales d'enfants, mais aussi de personnes qui ont un rêve et qui se perdent dans leur rêve. Voilà, donc oui, ça sert parfois de voir, souvent, mais parfois aussi, Karine se sent impuissante. Tout à fait. Et puis, je dis également que je suis spectatrice aussi. Moi, je suis sur ma tour de contrôle. Lorsque, par exemple, je vois quelque chose de grave qui peut arriver dans une famille, bon, je mets les formes, bien évidemment. J'essaye d'accompagner, j'essaye de prévenir aussi. Et tout à l'heure, Nicole Corchia parlait d'événements dramatiques dans le monde. Et face aux événements, ce qui se passe, malheureusement, je suis spectatrice, comme tout le monde, et je ne pourrais rien faire. En tous les cas, même si je pouvais intervenir auprès de la police pour des attentats quelconques, je ne prendrais pas ce risque. Je n'aurais pas envie de me faire assassiner, et puis ce serait trop... C'est dramatique. On ne te croirait pas. Et puis on ne me croirait pas. Non, mais ça, on voit très bien dans votre livre que quand vous essayez de rechercher des enfants disparus, la police n'est pas du tout prête à entendre ce qui se passe, et c'est même assez démentiel, parce que je pense qu'on peut vraiment voir pratiquement où est l'endroit, où est l'enfant, et on se dit, enfin, vous pouvez vous dire, mais comment je fais pour y aller? Qu'est-ce que je fais? Je tape à la porte, j'y vais toute seule, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Il faudrait faire une brigade. Une brigade, il faut la créer, cette brigade, parce que
elle n'existe pas. Une brigade d'intervenants, de bénévoles qui viendraient aider les médiums, qui voient sur Google Maps exactement où se passe la chose, parce que toute seule, vous ne pouvez rien faire. Alors la police, c'est particulier aussi, parce que en France, on a du mal. L'administration a du mal à légaliser cette collaboration entre les médiums et les services judiciaires. Par contre, on s'aperçoit, à travers des policiers d'ailleurs que j'ai interviewés, que pas mal de policiers, d'enquêteurs qui croient en la voyance et qui ont l'occasion de côtoyer de bons médiums font appel à des médiums de façon officieuse. Oui, il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y avait mais il y en a. dans l'Ardèche, là, je ne sais plus, mais je crois qu'il exerce plus. Voilà. Alors dans le livre, on a le témoignage d'un ex-major, un homme formidable, qui a fait appel 2 fois à Karine pour retrouver des personnes. 2 fois Karine a retrouvé ces personnes. Il l'a dit officiellement dans son commissariat, mais dans le rapport de police, il ne pouvait pas l'écrire noir sur blanc, parce que c'est impossible de l'écrire noir sur blanc. Donc il y a vraiment en France un certain problème par rapport à ça. On espère que ça changera dans les années à venir. En France, spirituellement parlant, on n'est pas très évolué, c'est tabou de parler de tout ça. Depuis la nuit des temps, de toutes les manières, on est montré comme des sorciers, on est montré comme des charlatans, on est montré ce qui est normal, puisque voilà, c'est proche de la folie quand même, hein. Oui. C'est limite, la voyance. 70% des gens qui vous consultent sont des femmes. Oui. J'aurais pensé que c'était plus, moi. 70, c'est quand même un peu moins que les 3/4. J'ai à peu près 80% de femmes. C'est ça, c'est plus les 3/4. Oui, plus de 3/4. Parce que les hommes n'osent pas, ou parce que les hommes... Les hommes, ils sont pas comme nous, ils sont plus cartésiens. Ils laissent aller les choses. Ils n'en parlent pas. La femme, elle est toujours en boucle sur ses problèmes. Elle a toujours besoin d'un affectif, elle a besoin de s'accomplir, elle veut savoir, elle veut aller dans les détails. Vous savez, la femme, elle est très intuitive déjà à la base. Et puis l'homme n'est pas du tout comme la femme dans sa tête. Elle n'a pas ce besoin de recherche toujours, d'être au top au niveau de l'amour, de sublimer. Voilà. Alors par contre, j'aurais envie d'ajouter, lorsque j'ai interviewé certaines de tes consultantes, Karine, ce qu'elle me disait, c'est qu'en fait, au départ, c'était elles qui t'appelaient. Leur compagnon, mari, chéri, suivait les prédictions, en tout cas étaient très intéressés par les prédictions de Karine, suivaient et devenaient par la suite des consultants. Et c'est vrai qu'à la base, c'est peut-être pas une démarche masculine d'entrée, mais lorsque les hommes qui accompagnent des femmes consultent des voyants, des médiums, ils y viennent. Et ça, moi j'étais très étonnée de c'est vrai, parce qu'il y a une telle confiance après qui se met en place lors de la consultation. Si la personne, par exemple, m'appelle plusieurs fois, il y a une confiance. Donc la femme est appelée à parler à son mari d'une certaine manière de moi. Donc elle amène les choses avec douceur. Donc là, l'homme se laisse aller, ouvre un petit peu plus son cœur et se dit « Ah tiens, pourquoi pas ? On va écouter. Je m'interroge, j'ai envie de savoir. » Et la plupart du temps, elles me demandent beaucoup pour leurs professionnels, leurs enfants, très peu sur le plan affectif. Très très peu. Moi, je pensais que les hommes avaient un peu honte de ces trucs de bonne femme, finalement. Pas du tout. J'adore. Pas du tout. Ils n'ont pas honte. Ils sont pudiques, les hommes, en voyance. Moi, je me rends compte, ils sont pudiques. Une consultation avec un homme dure pas beaucoup de temps. D'ailleurs, je m'efforce toujours de leur dire, mais attendez, j'ai pas terminé, je veux aller plus loin dans votre vie. Laissez-moi regarder. Non, vous avez répondu à mes questions. À la limite, ils sont un petit peu gênés. Oui, ils ont peur de voir. Hein ? C'est fou. Ils veulent pas trop voir. Non, ils veulent pas. C'est de la psychologie de prise unique, comme ils disent. C'est ça. C'est aussi leur façon de voir. J'avoue, je me méfiais d'elle, qu'elle soit gitane ou bohémienne, qu'elle soit italienne ou française. Pour moi, elles étaient toutes les mêmes. Les astres, leurs boules de cristal, le jeu de cartes, leur tarot, où elles voient le bien et le mal, qui peut nous arriver bientôt. Leurs prévisions de l'avenir, leur connaissance du devenir, pour moi c'était des boniments pour abuser les pauvres gens.
Seconde partie de cette émission où nous retrouvons Karine Ben Corsia et Nicole Corchia, secret de consultation d'une médium aux éditions Exergue. N'ayez pas peur, c'est le chapitre 4, ça commence comme cela. À ceux qui sursautent en sentant inexplicablement un frôlement sur leur peau, à ceux qui tremblent en ressentant la nuit des présences autour d'eux, à ceux ou celles qui sont troublés en apercevant des ombres dans leur maison de famille ou en percevant des signes, je veux simplement dire: n'ayez pas peur, vous êtes de ceux et de celles qui reçoivent des signes et les rejettent tout simplement par méconnaissance. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Karine, à 4 ans, ce qui s'est passé sous votre escalier dans l'immeuble? Oui. Et pourquoi vous n'avez pas eu peur? Non. Alors je jouais effectivement en bas de la maison et il y avait un escalier effectivement et puis j'étais attirée par cet escalier et dessous cet escalier j'ai vu un énorme trou, mais un trou béant qui était très très profond. J'ai regardé, j'ai passé la tête à peine parce que je ne pouvais pas rentrer à l'intérieur. J'ai vu ce bateau, un bateau de guerre tout gris, tout en fer, couché sur le flanc, sur une plage. J'étais très intriguée, mais j'ai pas eu peur, j'avais envie d'y aller, je voulais passer de l'autre côté. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, et je pense qu'au dernier moment je me suis rétractée, ou il y a quelque chose d'autre qui m'a fait changer de route, mais j'étais pas impressionnée. J'avais l'impression de connaître cet endroit, d'avoir déjà vu ce bateau. Ouais, c'est des flashs qui arrivent comme ça, alors c'est un peu Alice au pays des merveilles. Hein. Non, pas vraiment. Je pense que c'était un flash que j'ai eu. Je l'ai pas. C'était pas vraiment le bateau. Oui, mais le trou comme flash ça, avec trou. le lapin qui part dans le trou, je veux dire. C'était pas mon imagination, parce qu'à 4 ans, je vois pas comment je pouvais imaginer un bateau de guerre couché sur le flanc, qui me faisait penser à la guerre. Il était rouillé, ce bateau? Non, pas du tout. Il était tout gris. Et il était échoué sur une plage? Échoué sur une plage. Et il y avait personne? Personne. Alors ça, c'est ce chapitre sur la peur. Alors comment ne pas avoir peur ensuite, quand la mort arrive par un vent glacial sur vous, cette sensation d'un seul coup qu'il y a un courant d'air froid. Ça doit parler à beaucoup de ceux qui nous écoutent. On sait qu'il y a quelque chose qui va arriver, on sait que c'est pas bon. Alors comment on fait pour pas avoir peur? Parce qu'on sait que finalement c'est la mort. Oui, bien sûr, c'est difficile à dire, à expliquer pour les gens qui ont peur de la mort. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des personnes qu'on a aimées sur Terre et qui sortent de leur corps. C'est simplement le corps. Le corps est temporel, la matière est temporelle. L'esprit est éternel, bien évidemment. Et c'est sûr que quand vous sentez un froid, vous sentez un vent contre vous, ça veut dire que la personne que vous avez aimée, la personne qui s'en va, qui quitte son corps, elle vient vous dire juste un dernier adieu et elle passe au travers de vous. Et seules des personnes très intuitif, très perceptif, où un médium va ressentir cette personne qui va passer au travers du corps, parce que l'âme, elle est transparente, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de matière, l'âme, elle n'est plus rien. C'est simplement l'esprit, tout simplement. Alors, votre mère faisait la toilette des morts, vous n'avez jamais assisté? Non. Non. Par contre... C'est interdit. C'est interdit? Oui, il faut être vraiment habilité à pratiquer cela, c'est-à-dire il y a vraiment... ce sont des personnes qui font partie de cette organisation, je ne sais plus comment ça s'appelle. Jamal? Non, Nébrit, Menakiba, non. De toute façon, ce sont des personnes d'une certaine pureté oui. dans la religion juive, puisque oui. c'est de cela dont il s'agit, oui. qui sont choisies par le consistoire, par les rabbins, parce qu'elles ont une âme particulière de protection. Oui. Et justement, c'est quelque chose d'intime, puisque ces femmes vont vivre un moment intense avec ce corps qu'elles doivent préparer pour la dernière demeure. Donc ce n'est pas un show, personne d'autre ne peut venir. Non. C'est une personne ou deux personnes avec une autre personne. Voilà, il y a 2 personnes et c'est essentiellement les femmes qui font la toilette pour les femmes. Les hommes font la toilette pour les hommes. C'est important. C'est un rituel. Il y a un rituel et ils ne sont pas habilités à vous dire ce qu'ils font parce que on dit chez nous, entre guillemets, que c'est interdit.
Il y a une prière pour la tête, une prière pour les bras, une prière pour les jambes, une prière pour le corps en entier. Et chez nous, les Israélites, nous sommes recouverts d'un linceul avec une cagoule, avec un kimono et un linceul pour pas que notre âme se reflète. C'est-à-dire que quand on doit mourir, on meurt, pardonnez-moi, lorsqu'on meurt, lorsqu'on décède, l'âme doit tout de suite quitter son enveloppe et elle doit s'éloigner de la sphère du bas astral. C'est pour cela qu'on nous enterre très rapidement sous les 48 heures, parce que l'âme doit quitter impérativement sa dernière demeure, c'est-à-dire son corps. L'âme n'a pas le droit de se refléter, de se voir, de voir son corps. Elle n'a pas le droit de se voir. Elle doit tout de suite partir. Oui, mais quand on fait une NDE, on la voit. Hein. Ça ne pourrait pas empêcher et donc les gens de voir ce qui se passe quand même. Tout à fait. Mais dans chaque religion, vous avez toujours des... On ne pourra pas empêcher. Il faut faire les rituels. Dans chaque religion, on a des rituels. Bon, l'âme, elle part et elle voit ce qui se passe. Tout à fait. Et heureusement. C'est évident. Alors, il y a une histoire avec votre grand-mère aussi. Je la cherche. Elisa. Donc là j'ai été très étonnée. Vous parlez d'une boule bleue qui rentre en vous. Non, ça c'est Marine. Alors c'est Marine. C'est Marine. Alors, ça voudrait dire qu'elle vous a incorporé? Alors oui, alors je vous explique. Lorsqu'elle est décédée... Il faut peut-être que tu expliques qui est Marine. Parce que Marine, c'est une grande amie. C'est une amie intime que j'ai rencontrée lorsque j'ai fait mes débuts dans un cabinet à Nice de voyance où je suis restée 3 ans, je crois, 3 années. Et qui était médium voyante. Et elle est décédée d'une manière tragique à 41 ans. Et lorsqu'elle est partie, j'ai très très mal supporté son départ. Je pleurais énormément. Et elle est venue avant son enterrement, avant qu'on l'inhume. Et le soir, la veille de son enterrement, elle m'a parlé. Je l'ai vue comme je vous verrai, comme je vois quelqu'un à 1 mètre de moi. Et elle m'a dit, laisse-moi partir, je n'ai plus rien à faire ici. Je t'aimerai éternellement, même au-delà de ma mort. Et j'ai vu une boule bleue devant mon lit, toute bleue, mais flamboyante, et avec beaucoup de légèreté et de douceur, qui a fait le tour de mon lit et qui est rentrée à l'intérieur de mon corps. Elle est passée par mon plexus, par la gorge et par le plexus. Et elle est rentrée à l'intérieur. J'ai senti un bien-être. C'était waouh, c'était très fort, c'était intense. Ça m'a réconfortée, ça m'a apaisée. Ça m'a fait du bien. Alors, de la sentir. Comment vous sentez ça finalement? Est-ce que c'est une partie d'elle qui vient en vous? C'est une partie d'elle qui est venue en moi et une partie de moi qui est partie avec elle également. Et donc c'est au niveau de la communication, le bleu, c'est le chakra de la gorge? Oui, mais c'est aussi l'évolution spirituelle. Ceci, ça veut dire que c'est une âme qui est très évoluée également. Les boules bleues, tout ce qui est bleu et mauve sont des entités qui montent très très vite. C'est une âme qui est déjà très évoluée. C'est intéressant ce que vous dites parce que souvent quand on va consulter les médiums, on vous dit « Oh là là, je vois des choses autour de vous, j'aimerais bien les retirer ». Les médiums vous disent ça. Et moi, je pense qu'on n'est pas obligé de retirer tout. Absolument pas retirer quoi que ce soit. Ça fait partie de votre présent, de votre passé, de votre présent, de votre futur. On peut pas enlever cela. Donc je suis heureuse de voir que vous vous êtes laissé incorporer par quelqu'un que vous aimiez. Donc on n'est pas obligé, on peut très bien avoir des personnalités multiples aussi. Parce que le fait que, comme vous dites, Marine soit là, elle est toujours présente. Ça, c'est ça. Et puis, ça me fait penser à autre chose. Vous n'aviez pas vu sa mort? Oui, j'avais vu ça. Vous l'aviez vu? Oui, ça fait longtemps que je lui avais prédit. D'ailleurs, je ne l'ai pas marqué dans le livre. Je lui avais dit, j'ai dit, tu partiras. Je vois un trou noir, je vois du noir. Je te vois partir à 40 ans. Tu ne resteras pas en vie. Tu partiras à 40 ans. Et elle le savait. Elle le savait elle-même. Elle savait. Elle m'avait dit, tu verras. On sera éloignés. Je partirai. Tu feras ta vie. Tu grandiras. Tu te réaliseras, tu seras une femme reconnue, connue. D'ailleurs, c'est elle qui m'a dit de prendre ce nom, Karine Benscorsia. C'est elle qui me l'a attribué, qui m'a dit, ce nom, il te portera chance, il te portera bonheur. Donc c'est un pseudo? Oui. C'est pas un pseudo, puisque j'ai pris le nom de mon père et le nom de ma mère. Oui, donc c'est pas un pseudo. Non, c'est un mix de mon père et de ma mère. Vous savez, moi je suis une jumelle, j'ai besoin de fusionner. On fusionne à 2 les jumeaux. Donc j'avais besoin de mettre les 2 noms.
de mon père et de ma mère. C'était C'était une important. question que je voulais vous poser. Votre frère n'a pas les mêmes dons, on pourrait dire? Non, alors mon frère, il est très perceptif, nous sommes télépathes, on communique à distance, on s'entend. On se rêve, on s'entend, s'il y a quelque chose de grave, on se voit. On a les rêves prémonitoires, on se capte. Par contre, il n'a pas développé du tout la voyance. En revanche, il peut vous regarder et vous regarder toutes vos émotions à l'intérieur, savoir comment vous fonctionnez. Lui, il va ressentir toutes les émotions parce qu'il est coiffeur, donc il touche la tête des gens. Il a besoin de toucher, d'être en contact. Et il peut sentir si une personne est triste et heureuse, quelles sont les émotions qu'elle peut avoir à l'intérieur. Il doit faire du sacré coupe de cheveux. Hein. Ça, c'est sûr. Il est sur Nice aussi? Non, il habite à Lyon. Oh, Et il zut. a beaucoup de talent. Et il a du talent. Et il fait de la peinture également. C'est un artiste. Alors, ce qui m'a étonné aussi dans votre livre, c'est que, bon, vous dites que vous fonctionnez comme un émetteur ou un Oui. transmetteur. Oui. Et que vous voyez les choses à votre droite et à votre gauche. Oui. Ça intrigue beaucoup, ça. Ça intrigue, hein? Ouais. Mais oui, parce que lorsqu'on essayait d'expliquer, parce que ce livre aussi, on l'a fait pour répondre à toutes les questions que les gens se posent sur les médiums. Lorsque Karine, qui est une amie, on en revient toujours au même, lorsqu'on va à un dîner, lorsqu'on sort, etc., on se présente, qu'est-ce que tu fais toi? Ah, ben, t'es coiffeuse, t'es journaliste, ah, t'es esthéticienne, ah, tu es médecin, ok, super, ah, tu es médium, ah bon? Alors raconte, mais c'est comment? Explique-moi, comment ça marche? Et là, on en fait 2 heures. Hein. Ben, ça intrigue, c'est vrai que ça intrigue. J'ai été souvent le clou de la soirée en expliquant mes consultations, comment je fonctionnais. Et puis l'être humain, il a le droit de savoir comment on fonctionne. Je veux dire, les gens, ils ont besoin de savoir comment je fonctionne. Pourquoi ne pas le dire? C'est ce que j'ai voulu dire dans mon livre, justement. Comment je fonctionne? Comment un médium, il fonctionne vraiment? Comment il se met en état de conscience? Comment il part au niveau de la conscience intuitive, extraneuronale? Parce que c'est ça, hein, c'est de la CIE. C'est une conscience intuitive extraneuronale. C'est-à-dire qu'on laisse la conscience analytique de côté. Vous allez analyser une situation. Vous allez dire, bah, c'est rouge, c'est vert. Ah ben tiens, c'est carré, c'est rond. Moi, je fais abstraction de tout cela. Je suis en dehors de mon corps. Je suis en alpha. Comme quand vous rêvez. Et c'est comme ça que c'est ce qui me permet de partir et de voyager sur des plans différents et d'avoir ces contacts. Et cette question, pour y revenir à la question de Joël, l'avenir, le présent, les gens posent cette question, mais comment tu sais si c'est quelque chose qui est déjà passé ou quelque chose qui va m'arriver dans mon futur? Lorsqu'on a écrit ce livre, on a essayé de justement un peu presque de lister toutes ces questions. Et un jour, j'ai posé la question, d'ailleurs moi-même je n'avais pas la réponse. Karine, comment tu fais pour te dépatouiller entre le passé et le présent? Alors explique-nous peut-être cela. Quand j'étais très jeune, donc au début lorsque j'ai développé les flashs, les vrais flashs, hein, des images qui sont comme des images de la télévision, où je peux détailler tout ce qu'il y a à l'intérieur, dans les moindres formes, les mêmes moindres couleurs. Et en fait, je me rendais compte que tout ce qui venait à ma gauche, parce que j'avais le flash sur la gauche, c'est ce que ça m'envoyait au niveau de mes visions. Je me rendais compte que ça faisait partie du passé. En discutant avec la personne me disait, mais oui, effectivement, ce que vous voyez, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Donc, j'ai compris que tout ce qui se présentait à ma gauche venait du passé. Tout ce qui venait devant mes yeux, c'était ce qui allait arriver dans l'immédiat, dans le présent. Et tout ce qui était donc sur le futur me permettait de visualiser l'avenir de la personne. C'est comme ça que j'ai pu décrire mes flashs de gauche, du milieu et de la droite. Bon, on a la réponse. Quand vous êtes justement dans des soirées où vous vous présentez comme médium, ou quand vous rencontrez des amis qui savent que vous êtes médium, est-ce que finalement ce n'est pas aussi un peu au détriment des relations en dehors de la médiumnité? C'est-à-dire, est-ce que c'est comme un médecin, quand il est là, dans une soirée, on va lui parler de ses problèmes de santé ou des problèmes de santé, c'est pas la même chose pour vous? C'est exactement la même chose. C'est un petit peu pour moi dérangeant, quelquefois. C'est pour ça que je fuis les soirées et les bains de foule, parce que c'est vrai que tout de suite, ça donne envie de me poser des questions. De faire des consultations gratuites. C'est même pas ça, parce que ça, à la limite, ça me dérangerait pas si c'était dans un lieu où ça s'y prête. Mais j'estime que quand on est en soirée, j'ai envie souvent de me détendre comme tout le monde. Je suis une femme, je suis un être humain, je suis pas un robot non plus, je suis pas une bête de foire. Et c'est vrai que ça me dérange, mais
Je me dois, parce que je suis une femme d'amour, je me dois toujours de répondre et ça me fait toujours du souci. Je suis toujours en peine de voir une personne qui est mal, qui a besoin d'avoir une réponse et qui cherche la réponse inexorablement. Et moi, j'ai besoin de donner cette réponse. Je suis faite comme ça, c'est comme ça. Est-ce que vous n'avez pas été confronté à des gens qui vous testent pour voir si Oui. vous êtes menteuse Bien ou, sûr, ça me fait pas peur. J'ai jamais eu peur. Vous avez un exemple comme ça qui vous vient à l'esprit de quelqu'un qui a essayé vraiment de vous piéger, on peut dire? Ouais, mais ça a été très dur. Ce que je vais vous dire, ça va être dur. Est-ce que je le dis? Oui, j'essaie. oui, oui. Voilà, il y a une dame un jour qui m'a dit, vous êtes très très lente, vous n'allez pas assez rapidement. J'avais 24 ans. Vous me dites pas comment il est mort mon mari. Elle me demande. C'est quand même pas normal. Vous n'êtes pas une bonne voyante. Je lui dis, écoutez, madame, vous arrêtez tout de suite maintenant. Vous allez m'écouter. Votre mari, il est mort avec le feu. Il s'est suicidé, votre mari. Arrêtez de me chercher des ennuis. Il s'est suicidé, vous le laissez tranquille et vous arrêtez. Il ne faut pas déverser votre venin. Elle s'est mise à pleurer d'un coup et elle m'a dit, oui, mon mari s'est immolé et il est mort, il s'est suicidé. J'ai dit, alors ça suffit, arrêtez de me prendre pour une imbécile. Laissez-moi faire mon métier, chacun son métier, madame. Vous dites quand même dans votre film, non, oui, c'est votre film quelque part, hein, ce livre, c'est le film de votre vie. Oui. Vous dites quand même que les médiums ne sont pas forcément les mieux placés pour voir pour elles-mêmes. Tout à fait. Elles ne sont pas bien placées parce que déjà, moi personnellement, je fais abstraction de mes soucis, donc je ne vais pas être en quête de regarder pour moi à longueur de journée. Mais il m'est arrivé d'avoir des flashs pour ma vie. J'en ai régulièrement. Donc ça me prépare à ce qui va arriver, notamment le décès de mon papa, il y a 2 mois, qui est décédé juste avant le débarrage de la sortie de mon livre, pardonnez-moi. Et je savais qu'il allait partir. La dernière fois que j'ai pris une photo avec lui, c'était le 5 septembre. Et j'ai dit à ma sœur, Evelyne, c'est la dernière photo que je prends avec papa, il va partir. Oui, vous n'avez pas voulu retourner le voir à l'hôpital d'ailleurs? Il est mort à la maison. Il est mort à la maison, Non, mais dans le livre. C'était le grand-père. Ah, c'était le grand-père, oui. Ça, c'était mon grand-père. Oui, parce que je vous disais, je Oui, pensais mon que le grand-père, grand-père. il n'est pas dans le Non, livre. mon grand-père est décédé. J'ai pas voulu retourner. Je savais que la dernière fois que je le voyais, c'était la dernière fois que je le voyais. Je lui ai dit au revoir, Pépé, je t'aime. Et je savais que c'était la dernière fois. Et je ne suis pas retournée. Alors, est-ce qu'ils reviennent de temps en temps dans vos rêves, Oui. Comment ça se passe? Alors, déjà, mon grand-père, pour parler de mon grand-père Baruch, il est décédé, j'avais 20 ans, 21 ans, je crois. C'est lui qui est venu, qui a traversé mon corps avec ce froid glacial qui m'a montré qu'il partait. Il s'est connecté tout de suite à moi parce qu'il savait que j'étais un canal. Et en fait, il est revenu presque toutes les nuits me voir. J'avais très très peur. Je crois que j'ai dormi avec ma mère jusqu'à l'âge de 28 ans. Tellement j'avais peur qu'il m'emmène avec lui dans l'au-delà. Il m'a montré... C'est pas dans le livre, ça. Hein. Non, j'ai pas voulu mettre tout cela, parce que c'était beaucoup de détails à écrire aussi, mais il m'a montré l'au-delà, comment c'était. Il m'a montré avec qui il était, il m'a montré les couleurs. Il m'a montré ces couleurs extraordinaires que j'ai vues, qui sont indescriptibles, et aux yeux de l'être humain, elles sont pas les mêmes que lorsqu'on est de l'autre côté. Il m'a montré qu'il y avait un monde meilleur. On va faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après sur l'antenne du DFM. « 98 de la bande FM, dernière partie de cet Au-delà du miroir, avec Karine Ben Corsia et Nicole Corchia, toujours au sujet de secrets de consultation d'une médium. Ma vie à livrer des messages, à soutenir, à guider, à enquêter, à révéler. Un livre écrit à 2 mains entre Karine et Nicole aux éditions Exergue. Vous avez écrit une lettre au président de la République. Oui. Ça, elle est dans votre livre. Oui. C'est un peu culotté, mais il faut le faire. Et oui. Il vous a pas C'était quel président? Sarkozy. Nicolas Sarkozy à l'époque. Il n'a pas répondu? Oui, alors oui, il a répondu, puisque la DRPJ m'a contacté à cette période-là, le cabinet, c'est un cabinet, et en me disant effectivement qu'ils avaient reçu de la part de Nicolas Sarkozy l'ordre de m'appeler pour savoir justement Il voulait savoir son avenir. Il s'était intéressé à mon cas parce que justement ça parlait d'un enfant qui avait disparu et qui il pouvait me prêter main
forte avec les services de police. Oui, mais vous n'avez pas pu y aller, c'est le petit Eh garçon. bien, oui, tout à fait, mais vous savez, j'ai été contactée, mais on m'a laissé entendre qu'on me recontacterait et qu'on vous viendrait attendez avec moi. toujours. J'attends toujours leur appel. Et là, c'était pour retrouver juste le corps de l'enfant. Oui, Parce j'étais que- sûre de l'endroit. Voilà, parce que pour creuser quand même, il faut... Je suis partie avec une pelle et une pioche, hein. vous y êtes parti avec Bravo. Mais Et vous, un vous avez détecteur de creusé métaux, oui. Vous vous rendez compte, creuser dans une forêt, Non, c'est ça. c'est n'importe quoi. Avec le recul, c'est même pas imaginable. Oui, Nicole va un peu nous dire ce qui s'est passé avec cette dernière enquête, Nicole Korchler. Alors ça c'est une des histoires qui m'a le plus troublée dans ma relation d'amitié avec Karine, puisque j'ai été aux premières loges de cette affaire. C'est vrai que comme tout le monde, chaque fois qu'on voit au journal télévisé un enfant qui disparaît, je crois que toute personne, maman ou pas, homme, femme, est forcément bouleversée. Et Karine, comme tout le monde, suit tout ça. Un beau jour, elle m'appelle et elle me dit écoute, il faut que je te parle. C'est terrible. J'ai eu cette nuit, j'ai fait un rêve. Un enfant est venu me parler dans mon rêve. Un enfant est venu m'appeler, me dire de venir le chercher. Et, C'était un rêve semi-éveillé. à partir de là, je lui dis mais explique-moi. Elle me dit écoute, du coup je me suis levée à 4h du matin. J'ai allumé mon ordinateur car je voyais le visage de cet enfant, mais je ne savais pas si c'était vrai. Karine a allumé l'ordinateur et a commencé à faire des recherches. Et s'est aperçue que le visage qu'elle avait vu dans son rêve était... On va s'arrêter, je crois. Quelques minutes. Était le visage, je crois que tout le monde est ému dans le studio. Voilà, parce que c'est vrai que c'est difficile. Si vous entendez des sanglots dans nos voix, c'est une histoire qui n'est pas banale, c'est une histoire qui touche un enfant, qui touche une famille. Bon, Karine a été très touchée par cet enfant venu la chercher. Elle a fait ses recherches, elle a vu que c'était vrai. À partir de là, les rêves sont revenus, les appels sont revenus, les contacts avec l'enfant sont revenus. Et elle n'a pas pu s'empêcher de se mettre à chercher. Si cet enfant venait la chercher dans son rêve, venait lui parler, ça n'était pas pour rien. Il y avait un besoin. Cet enfant avait trouvé le canal de Karine et il fallait qu'il vienne lui demander « Viens me chercher ». Voilà, c'était un appel. À partir de là, Karine est rentrée dans une véritable enquête. Elle a remué ciel et terre. Elle a appelé les services de police. Elle a, pour expliquer qu'elle avait vu des choses, elle a enquêté toute seule. On l'a écoutée d'une oreille, on l'a auditionnée d'une oreille, on a dit qu'on la rappellerait, on ne l'a jamais fait. Et les mois ont passé. Karine, à partir de ce moment-là, a décidé d'aller sur les lieux, de faire ses recherches. Elle a acheté des billets d'avion. Elle m'a appelée, moi, en tant que journaliste. On y est allés ensemble. Comme ça. Donc, ce qui veut dire que quand on parle des médiums qui veulent faire de l'argent, etc., moi, tout ça me fait beaucoup rigoler. Il y a ces médiums-là, et puis il y a des médiums purs. Karine en fait partie. Elle est partie pour savoir si les éléments qu'elle voyait dans ses rêves, puisqu'au fur et à mesure de ses rêves, l'enfant lui montrait des lieux précis. Elle est allée pour vérifier si la réalité avait un réel écho avec les images qu'on lui envoyait, dans des lieux où elle n'était jamais allée, une forêt, etc. Elle a cherché toute seule, toute seule non, avec son frère, avec moi, avec quelques personnes. Avec mon frère jumeau. Elle s'est laissée guider, elle a trouvé les lieux. Karine, tu peux peut-être en parler encore mieux que moi. Oui, j'ai trouvé les lieux, j'ai trouvé l'endroit exactement, parce il m'avait donné l'image d'un arbre avec comment on appelle ça? Un arbre couché. Un déjà. arbre, non, il y avait un arbre couché, parce que je me souviens, il y avait un... Non, il y avait un arbre couché, c'était comme une barrière en fait, je voyais un arbre couché. Et ensuite, cet enfant m'a donné l'image aussi d'un clocher au nord. Il m'a même donné des latitudes, des longitudes, c'était incroyable d'avoir autant de précision. Et je me souviens, il m'avait dit, tu verras, là où je suis, il y a un arbre qui porte un signe particulier, et tu verras, tu pourras pas passer à côté. Sans le voir. Sans le voir. Je me suis donc déplacée. Il m'a dit également que le kidnappeur, c'était un ami de la famille, qu'il le connaissait et qu'il avait été malheureusement violé et tué.
Et cette enquête, elle l'a menée, elle a appelé, contacté tous les services de police possibles et imaginables, les services judiciaires, pour témoigner, pour donner ses indications, pour qu'on retrouve le corps de cet enfant et qu'enfin cette famille puisse faire son deuil. Oui. Elle n'a pas été écoutée, elle a été écoutée sans être écoutée, etc. Ensuite, Elle a été écoutée, sauf que lorsqu'on appelle la police pour ce genre de problème, on vous dit que vous êtes la 70e qui donne des informations et on vous prend pour une folle. c'est un petit peu ça. Ensuite, grâce à des relations, elle a pu toucher d'autres services de police jusqu'à ce qu'un policier, qui était un de ses consultants, qu'elle avait aidé à retrouver des personnes, a décidé de lui donner un coup de main. Il est venu avec tout le matériel nécessaire, on est retourné sur les lieux, etc. Bon, bref, toute cette histoire a duré des années, l'a beaucoup affectée. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Karine un jour me dit, écoute, là je sais plus quoi faire, mais c'est pas possible, je sais, c'est pas pour rien tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en parlant, je lui dis, bah écoute, la seule solution c'est, C'est d'aller voir. on va écrire à Nicolas Sarkozy. Elle me dit, ben, tu y crois? Je lui dis, bah écoute, c'est toi la médium. Hein. D'ailleurs, c'est Donc, Nicole qui m'a dit viens, on écrit à Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Nicole et Nicolas. Voilà. C'est Alors on a ça. écrit cette lettre ensemble. Et cette lettre, on la découvre dans le, enfin par petits bouts parce qu'on n'a pas voulu donner tous les détails, qu'on ne peut pas. Elle est déjà tiens longue, quand hein, même. dans le livre. Voilà, on peut mais pas en fait, donner elle tous les faisait détails. 3 fois ça. Je tiens à préciser que Karine était tellement persuadée de tout ce qu'elle disait qu'elle a déposé chez un huissier toutes les indications, de façon à ce que on la croit à chaque étape, à chaque rêve, à chaque détail. Elle a déposé chez un huissier comme quoi je ne suis pas dingue, je ne vous sors pas un élément après, puisque c'est tellement facile ensuite de cracher ou de se moquer des médiums. On a écrit donc cette lettre à Nicolas Sarkozy en lui disant « Bon alors vous allez me prendre pour une folle, je suis médium, etc. Mais donnez-moi juste, accordez-moi le bénéfice du doute. » Et quoi, une semaine plus tard, le parquet chargé de l'affaire appelait Karine en lui disant « Le cabinet de Nicolas Sarkozy nous a demandé de vous convoquer, etc. » Ils l'ont écouté, auditionné, donné un rendez-vous et quelques Et au semaines final, plus tard, nous dire que le service voilà, changeait a encore, changé de changeait de main. Mais je pense que Il y a des chasseurs de fantômes qui se sont créés, vous connaissez ça, hein? j'ai entendu parler, Ouais. oui. Donc ça serait bien de créer une association. Bien sûr, moi je suis partante. Voilà, Je suis partante, mais avec des gens corrects, des des gens gens qui bien. sont, voilà, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais SOS fantôme, ça pourrait devenir SOS Je pense qu'il faut être. personne disparue, mais au Ouais. niveau des recherches, mais pourtant il y a un tas de choses qui se font. Oui, mais Mais- vous savez, je vais vous dire une chose. On a besoin malheureusement des services de police parce que quand on nous recherche des corps, ils ont des scanners, chiens. ils ont Oui, et des des chiens qui chiens, détectent ouais. les os au bout de 12 ans. Vous vous rendez compte que c'est 12 ans pour retrouver des os d'un corps. Après 12 ans, c'est terminé. Mais j'ai envie de dire quand même, et là c'est la journaliste qui parle, que moi je reste optimiste parce que les mentalités changent. Regardez Ouais. la télévision par exemple. Les médiums à la télévision n'en parlaient pas beaucoup. Aujourd'hui, regardez les séries. Oui, mais ce sont Regardez. des séries qui sont là pour amuser. Oui. Ah, pas tant que ça, pas tant que ça. Ça veut dire qu'on Ouais, y ça prête peut- quand même ouais, un McBeal, petit peu ouais, attention. McBeal. Non mais regardez aujourd'hui Contact, regardez des séries comme ça. Aujourd'hui, on laisse la porte ouverte à des gens qui ont des dons. Oui, mais Moi, ce je sont les pense Américains. Les Américains, ils explorent tout. En France, Oui, on ils ont n'explore même pas. des- Mais Contact est une série française. Bah, aux C'est la États-Unis, première c'est fois. monnaie McBeal, courante. Elle hein. travaille avec la Tout à police, fait, elle tout à travaille fait. avec les juges, pas la police, mais Ouais. les juges. Alison Dubois, qui Ouais. travaille Alison Dubois, avec. oui. avec les- Alison Dubois. Alors, en 98, le magazine Vision du Futur vous Oui. avait demandé de rédiger des prédictions mondiales afin de les publier. Elles furent enregistrées puis déposées chez un huissier. Oui. Dans les prédictions que vous aviez faites en 98, il y en a certaines qui sont... Oui, je me souviens pas de toutes. Je sais que j'avais prédit cet énorme accident de téléphérique en Suisse où ils sont morts une trentaine de personnes. Et j'avais eu ce flash en pleine face. Je me rappellerai toute ma vie. Ouh, j'avais eu un flash, mais alors explosif. Et j'ai vu tous ces gens mourir dans cet accident de téléphérique à la montagne. J'avais vu des montagnes enneigées et beaucoup de gens mourir ensemble. J'avais également vu une actrice célèbre décédée, que je n'avais pas donnée d'ailleurs dans Vision du Futur et qui est décédée ensuite. Je ne sais pas si je peux donner le nom maintenant. Non, ça n'a pas d'importance, c'est pas grave. Ça, c'est toujours très difficile. C'est Elle difficile, demande mais lui j'avais si elle est prédit. d'accord qu'on parle d'elle. Faut aller loin. Faut aller loin. Elle est Aller très loin. haute. Hein. Elle communique pas aussi facilement. Ils viennent pas aussi facilement s'approcher. Alors, c'est intéressant cette question parce que
Elle est haute, c'est-à-dire elle est haute au niveau vibratoire, c'est-à-dire qu'elle a Elle est vraiment très- quitté ce monde. Elle est très très loin au niveau des plans supérieurs. D'accord. Donc il se rapproche pas du bas astral, il se rapproche pas de notre atmosphère à nous. Quand les esprits sont très évolués, elles sont sur d'autres plans, elles ont d'autres chats à fouetter que de de parler venir d'elles, ici ouais. avec nous et de prendre. Vous savez, j'ai envie de le dire ça d'ailleurs. Mon guide, il me dit toujours, Joseph, tu sais, quand un défunt, il vient te parler, c'est comme si toi, tu étais dans une piscine et tu te bouchais le nez. Eh bien, au bout de 30 secondes, tu remontes. Eh bien, pour une âme, pour venir communiquer, c'est aussi difficile parce que ça leur demande une énergie énorme. Pour venir communiquer, ils sont épuisés. Et c'est pour ça qu'ils nous disent toujours, on ne peut pas rester longtemps. On a des choses à vous dire, mais on ne peut pas rester longtemps. On est obligé de repartir. Et souvent, on les dérange. Vous dites en fin de livre, aujourd'hui je sais qu'un médium n'est pas là pour trouver des solutions aux problèmes qui poussent les gens à l'appeler. Au fil du temps, j'ai appris que chacun d'entre nous détient la clé de sa réussite. Il suffit dès le plus jeune âge d'éduquer son mental à voir le côté positif de chaque situation. C'est une très belle formule. Et vous terminez aussi, le sens de la vie n'est-il pas d'apprendre à faire abstraction de soi, d'aider son prochain sans rien attendre en retour, et de se dépasser. Oui. C'est la fin de votre livre. Tout à fait. Vous dites juste avant de le refermer, je voudrais simplement vous dire qu'il est primordial d'être fidèle à ses propres valeurs et qu'il faut sans cesse les travailler pour les intégrer à sa vie de tous les jours. Vos qualités et vertus pourront alors s'exprimer avec facilité pour vous mener à la réussite, à la joie et au bonheur que vous méritez. Je vous envoie un élixir virtuel et un flot de prières pour que vos chemins soient remplis de belles réalisations. Laissez toujours une porte ouverte à la magie de la vie. Karine Ben Corsia. Oui, voilà, je dis on a des qualités et des vertus. On est descendu sur Terre. Chaque être humain descend sur Terre pour corriger son âme. On a passé plusieurs mois à écrire ce livre, mais il en ressort surtout quelque chose que je trouve primordial chez Karine, c'est la bienveillance. Et lorsqu'on lit ce livre, on voit à quel point, à travers ses consultations, elle entoure les gens, elle les guide, elle les chérit. C'est souvent ton mot, tu les chéris. J'ai besoin. Et c'est beau de voir une personne qui accompagne les gens avec autant de bienveillance. Ce qu'elle essaie de faire sortir de chaque personne, c'est le meilleur, c'est positiver. Je vous remercie Karine Ben Corsia et Nicole Corchia, secret de consultation d'une médium. Aux éditions Exergue, on peut vous retrouver, vous avez un site internet. Oui, sûrement. alors c'est www.karinebenscorsia.com. Ben B-E-N-S, Corchia, C-O-R-S-I-A, C-O-R-S-I-A. comme la Corse. .com. Voilà, merci beaucoup à toutes les deux. Merci Joël. Merci Joël. Une citation. Oui, moi la citation de mon guide. Ayez une tête dans l'au-delà, nous mettrons un chemin sous vos pas. Ayez une tête dans Oui, l'au-delà, nous il m'a mettrons un chemin sous vos Vos pas. pas. Ayez toujours une tête dans l'au-delà, nous mettrons un chemin sous vos pas. Joseph. Joseph. Merci Joseph. Merci. Merci. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.